Allez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un bon Brestcamp. Aujourd'hui, je vais vous parler de JavaScript et pour les tests, en JavaScript, comme pour plein d'autres choses, il y a beaucoup de solutions différentes. Il y a des frameworks, il y a des bibliothèques, il y a des trucs has-been, il y a des trucs plus anciens mais qu'on utilise toujours et qui sont toujours intéressants. Il y a des nouveautés. On va essayer d'y voir plus clair ensemble. Je m'appelle Jean-François Greffier, moi je fais plutôt du front, je m'intéresse au software craft et au test. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux avec le handle JF Greffier, je suis plus actif sur Twitter, mais vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Blue Sky, Medium, etc. Et donc, pour y voir un peu plus clair, déjà la première question que moi je me suis posée pour préparer cette présentation, c'est qu'est-ce que c'est qu'un framework de test? Un framework de test, comme tous les frameworks, en fait, c'est de l'outillage, des outils qui fonctionnent ensemble, qu'ils aient tous été codés ensemble ou que ce soit une collection cohérente qui va vous rendre un service. La première chose dont on va avoir besoin dans un framework de test, ça va être de vérifier quelque chose. C'est les assertions. On va vérifier une égalité, on va vérifier qu'un élément est dans une liste, on va vérifier qu'on a à peu près une égalité, par exemple toMatchObject qui va regarder si ça ressemble à peu près à un objet, ou au contraire, on va pas forcément savoir à l'avance à quoi ressemble ce qu'on inspecte, et on va plutôt le stocker sur un fichier avec un snapshot. Des exemples de bibliothèques d'assertion, c'est expect, qui vient de Jest, donc qui est intégré à Jest, mais qui peut être utilisé sans Jest, pour le coup, ou Chai. Vos critères, en fait, pour avoir une bibliothèque d'assertion intéressante ou un framework avec des bonnes assertions, ça va être est-ce que tout simplement la syntaxe vous parle? Est-ce que ça vous va? Personnellement, je préfère plus expect que le assert de Chai. Question de goût. Et est-ce que c'est extensible facilement? Est-ce qu'il y a un écosystème? Est-ce qu'il y a des plugins qui vont vous permettre d'étendre un peu ces assertions pour tester ce que vous avez à tester facilement? Deuxième chose indispensable pour passer des tests, c'est tout simplement un test runner. Le test runner, schématiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver les tests et les passer. Exemple de test runner, c'est Mocha. Mocha, c'est pas tout à fait un framework, puisque en fait, pour pouvoir faire tourner des tests avec Mocha, il lui faut une bibliothèque d'assertion, il faut lui ajouter plusieurs choses, configurer plusieurs choses. C'est pas tout en un. Autre exemple, c'est Playwright Test, qui du coup est utilisé par Playwright, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Le projet Playwright, les tests unitaires sont écrits avec Playwright Test, et du coup c'est purement du Node. Les critères pour un bon test runner, ça va être sa rapidité, son extensibilité aussi, et puis tout ce qui est parallélisation. Ils ont des façons différentes de paralléliser les tests, et en général c'est un bon facteur pour accélérer vos tests, de pouvoir les paralléliser. En termes de fonctionnalité aussi, il y a des choses assez sympas comme pouvoir filtrer les tests, avoir un watch mode, ou pouvoir repasser que les tests qui viennent de fail, ce genre de choses. Autre chose indispensable, qui est plutôt en coulisses, on ne le voit pas forcément, c'est ce qu'on appelle le transformer. Le transformer, il va transformer du code. Parce que la majorité des test runners pour tester du JavaScript sont en Node. Tout simplement parce que ça a plutôt vocation à être des outils en ligne de commande que vous allez faire tourner sur votre machine ou que votre IDE va faire tourner en coulisses ou dans votre CI. Et du coup, Node ne va pas forcément comprendre le JavaScript que vous écrivez pour du front. Ou si vous faites du TypeScript, Node ne va pas comprendre directement TypeScript. Donc vous allez avoir besoin de transformer le code que vous allez tester en quelque chose de compréhensible au framework de test. Exemple de transformer, Babel Jest, qui est du Babel pour Jest, ou TS Jest, même chose pour du TypeScript, ou Vite, qui est utilisé comme transformer dans Vitest.
a aussi besoin de mock. Moi, je parle souvent de mock, mais c'est par abus de langage. C'est tout ce qui est double de test. Donc les dummies, les stubs, les spies, les mocks, les objets fake. Je vais pas rentrer dans le détail de qui fait quoi parce que moi-même je m'y perds un peu. J'ai toujours du mal un petit peu à expliquer ça clairement, mais toutes ces sortes de doubles de tests vont vous permettre d'inspecter quelque chose, de remplacer une bibliothèque que vous n'avez pas envie d'importer par quelque chose qui y ressemble, et du coup vous allez pouvoir faire passer votre test. Les mocks, c'est indispensable pour pouvoir faire des tests unitaires et pour pouvoir isoler le code que vous allez tester en fait du reste. Vous n'avez pas forcément envie de tout tester en fait quand vous êtes en train de tester une unité. Exemple de bibliothèque de mock, Simon.js. Mock Service Worker que je trouve très sympa, je vais en parler un petit peu plus après. Mock Service Worker, il est intéressant parce qu'il va vous permettre de moquer les appels réseau. Globalement, il va moquer Fetch et les autres API similaires natives. Et du coup, au lieu de moquer votre Axios ou Fetch ou votre HTTP client d'Angular, et ben vous les laissez tels quels, et voire vous laissez peut-être les services ou le store que vous utilisez avec votre composant front, par exemple, et vous mettez juste mock service worker qui va moquer, qui va faire un vrai faux serveur. Ce qu'il faut aussi pour faire tourner ces tests, c'est un environnement. Comme je le disais, les test runners, ils sont en général en Node. Et du coup, si vous faites du front, eh ben, on n'est pas du tout dans le même environnement. Un des trucs très différents, c'est que dans Node, Node, c'est pas un navigateur, on n'a pas de DOM, on ne rend pas un DOM. Donc, pour ça, on va avoir des bibliothèques qui vont vous donner un vrai faux DOM. L'autre solution, ce serait de faire tourner vos tests avec un vrai navigateur. C'est aussi intéressant, mais pour des tests unitaires ou pour des tests d'intégration, ça va être lent. Donc, pour avoir quelque chose de plus rapide, on va utiliser une lib qui ressemble à du DOM. Et du coup, vous allez avoir des tests plus rapides. Les plus connus, c'est JSDOM, AppyDOM. Ici, on a un exemple avec AppyDOM. Vous voyez qu'on peut récupérer un document avec, du coup, il a vraiment un body. On peut utiliser des API du DOM comme les query selector. On peut créer des éléments, etc. Et on peut voir le résultat. C'est ce qui va vous permettre du coup de pouvoir tester du front sans avoir toute la lourdeur du navigateur complet. Étonnamment, par exemple pour Jest, mais c'est pas le seul, pour tester du Node, il vous faut un environnement de test Node. Tout simplement parce que les tests sont tellement isolés du test runner qu'on n'a plus rien. On n'a même pas console.log en fait. Donc pour pouvoir tester du Node, il faut pouvoir donner tout ce dont vous avez besoin et ce à quoi vous avez accès quand vous faites du Node. Donc pour Jest, donc, il y a un Jest Environment Node. Ça me paraît être vraiment l'indispensable. En plus de ça, en général, en framework de test, que vous allez avoir, c'est quelque chose pour calculer le coverage de votre code par les tests. Je vais parler de snapshot. On peut en avoir différents types. On peut faire des snapshots du DOM, d'une variable quelconque, snapshot d'image si on a un vrai rendu dans un vrai navigateur, des reporters. En général, on a un reporter de base qui est un reporter texte, comme ce que j'ai montré dans le test runner tout de suite. Mais ça peut être sympa d'avoir des rapports pour les humains, donc un rapport HTML par exemple. Et c'est aussi sympa d'avoir des rapports pour des machines, par exemple des résultats de test au format XML JUnit qui va pouvoir être lu par un autre outillage. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble dans le détail avec l'exemple de Vitest. Vitest, c'est un framework de test unitaire donc pour JavaScript et qui vous permet de faire du front ou du Node. Hop. Alors ici, en fait, j'ai les sources de Vitest. Et entre autres choses, il y a des packages NPM.
C'est une façon pour eux de découper Vitest. Il y a certains de ces packages qui sont disponibles sur des repos, sur npm JS, d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, quand on regarde, on va voir qu'on va reconnaître pas mal des composants que j'ai listés. Le runner, expect, des snapshots, des choses pour le coverage. Hop. On va regarder un petit peu plus en détail. Je disais, par exemple, on a besoin d'assertions. Les assertions, du coup, elles sont dans le package expect. Ça n'est pas tout à fait just expect, parce qu'en fait, Vitest en coulisses utilise Chai et fait sa petite surcouche pour avoir des expect qui sont vraiment compatibles avec Jest. Et en fait, quand on regarde ici la fonction toEqual, donc une égalité, un des types d'égalité qu'il y a entre toEqual, toStrictEqual, toBe, en fait, si on suit un petit peu la logique, hop, on voit que il y a du code qui a été piqué à un autre framework, enfin qui a été emprunté, c'est de l'open source, à un autre framework qui s'appelle Jasmine. Et je suis perdu, Ek, voilà. Et dans Ek ici, il y a la suite de l'implémentation, cette fois récupérée de underscore. Donc voilà, avec différents cas pour l'égalité. Par exemple, des cas spéciaux pour nul. Autre exemple avec Jest. Alors là, c'est encore plus facile. C'est beaucoup plus facile à lire pour le coup. Si j'ai du réseau ou pas. Si. Hop. Alors ici, en fait, dans Jest, il y a beaucoup plus de paquets dans Jest parce que Jest, c'est un framework de test. Et c'est aussi surtout un framework de test. C'est-à-dire que tout est modulable et du coup, tout est fait pour être réutilisable. Donc ici, on a expect. Ouais. Hop. Et donc, le matcher, ici c'est toBe, c'est un autre type d'égalité. En fait, le critère pour savoir si c'est égal, c'est juste object_is. C'est une sorte de triple equal un peu plus fancy, on va dire. Finalement, c'est pas si sorcier. Autre chose qu'on retrouve, c'est le test runner dans runner. Et ce que nous dit le readme du runner de Vitest, c'est tout simplement que le runner, il sert à collecter et à faire tourner des tâches, en fait des tests. Hop. Le transformer, c'est VitNode, c'est une variante de Vit, tout simplement. Les mocks, j'ai pas été chercher hyper loin parce que je connais pas très bien la code base de Vitest, mais il y a entre autres un package Spy qui ressemble à celui de Jest. Je pense que des mocks, il y en a ailleurs. Je sais que par exemple pour les dates, c'est à base de Sinon. Et dernière chose, je parlais aussi d'environnement. Si on regarde la doc, 1, 2, voilà. Si on regarde la doc de Vitest, en fait, on nous explique assez simplement que par défaut, avec Vitest, vous pouvez utiliser 3 environnements, JSDOM, AppyDOM et Node. Même chose qu'avec Jest, en fait, pour pouvoir tester du Node dans son test runner Node, il faut quand même un environnement à cause de l'isolation faite par les test runners. Donc voilà en résumé ce qu'il y a dans un framework de test, au moins un minima. Des assertions pour vérifier, un test runner pour trouver les tests, les passer, un transformer parce que votre code il n'est pas forcément toujours exécutable par votre runtime, éventuellement des mocks et puis un environnement de test. Maintenant, on va pouvoir faire un petit peu un état des lieux de ce qu'on a vu au début là, de toutes ces bibliothèques et tous ces frameworks. Et on a de la chance parce que State of JS 2023 est finalement sorti la semaine dernière. State of JS, c'est un sondage en fait. Donc ça permet de savoir un petit peu ce qui est utilisé ou pas, ce qui est connu ou pas par les développeuses et les développeurs.
Donc j'ai utilisé ça et aussi les installations NPM et les types de framework et les types d'outils pour faire un petit peu une cartographie de tout ça. On commence avec les frameworks, sauf que j'ai dit que Mocha c'était pas tout à fait un framework, mais je savais pas où le mettre autrement. Mocha c'est presque un framework, c'est un framework un petit peu en kit, c'est-à-dire qu'il faut lui rajouter les assertions et 2-3 choses pour que ça marche, quoi. Là où Jest, tout est préinstallé. La légende, c'est que du coup, ce qui est écrit en plus gros ici, Mocha et Jest, c'est ce qui est le plus populaire, le plus connu et le plus utilisé. Mocha, j'étais un peu surpris en fait, mais Jest, clairement, ça reste encore une référence. J'ai mis en rouge ce qui est plutôt vieillissant, voire qui n'est plus trop utilisé. Jasmine existe encore, hein, mais moi d'expérience, je l'ai plutôt vu utilisé en coulisses par d'autres frameworks. Personnellement, je connais personne qui l'utilise comme framework de test aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un utilise Jasmine là, comme ça directement? Ok. QUnit, pour la blague, c'est le framework de test unitaire de jQuery. Voilà. Ça existe encore parce que jQuery existe encore. Et les petits nouveaux, j'ai vu Vitest et Japa. Vitest, en résumé, c'est un clone de Jest avec Vite. Japa, c'est assez intéressant, c'est encore assez confidentiel et c'est vraiment nouveau, c'est un an et demi, je crois, pas plus, ou Vitesse à quelques années. Japa est intéressant parce qu'il va vous permettre de faire des tests end-to-end, des tests back-end, des tests de contrat et des tests unitaires, y compris avec le front. Donc vraiment, c'est un truc tout compris. Un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est les tests de contrat pour le back-end. Ça permet de prendre votre OpenAPI, votre Swagger, et de s'en servir pour aller tester votre API. Si dans votre Swagger, vous avez déclaré que sur un get, vous allez retrouver un 200 avec une donnée qui ressemble à ça, Japa va le tester automatiquement. C'est plutôt sympa. Donc pour moi, c'est quelque chose à surveiller, Japa. Grosse tendance, les runtime JS maintenant offrent de quoi faire des tests unitaires. Node.js, je crois que c'est depuis la 20, un truc comme ça. Bun, où de toute façon tout est nouveau avec Bun, parce que Bun en lui-même est nouveau. Et Deno aussi, on peut faire des tests unitaires purement en Deno. Donc si vous faites du Node, et si vous n'avez pas de besoin de transformation particulier, en fait, c'est peut-être intéressant de juste utiliser les tests unitaires en fait natifs à Node. J'en avais pas encore parlé pour l'instant, les tests end-to-end. Les tests end-to-end, c'est particulier. C'est des tests où on va tester une application complète, comme le ferait une utilisatrice ou un utilisateur via un navigateur web. Il y a deux familles d'outils, et à ce qui est à base de Selenium, donc Selenium lui-même, Nightwatch et WebDriver.io, où ça va utiliser Selenium WebDriver, qui est un standard W3C qui peut être intégré à certains navigateurs ou qui se retrouve via des extensions. Ça va permettre de piloter toutes sortes de navigateurs possibles et imaginables. Et l'autre approche, c'est celle de Puppeteer ou de Cypress, c'est d'utiliser les protocoles de debug des navigateurs. Donc, le plus populaire dans le monde JS, c'est pas forcément le cas pour le monde des testeuses et des testeurs. Donc le plus populaire pour les devs JS, c'est Cypress, clairement. Puppeteer, je l'ai mis en rouge, c'est pas forcément qu'il est très ancien ou qu'il n'est pas maintenu, mais une partie de l'équipe de Puppeteer est partie pour faire Playwright. Et c'est assez aisé de migrer de Puppeteer vers Playwright. On va retrouver à peu près les mêmes API. Et en plus, Puppeteer, c'est pas un framework de test en soi, c'est juste une solution pour piloter un navigateur, là où Playwright va vous permettre aussi de tester. Web Test Runner, alors j'ai absolument pas compris ça. Ça vient de Modern Web. Je sais pas si vous voyez ce que c'est cette initiative. C'est un framework de test end-to-end qui va pouvoir utiliser WebDriver.io ou Playwright. J'ai pas vu de valeur ajoutée personnellement, mais voilà. Pour les mocks, je parlais de Sinon.js qui reste très présent.
Après, assez souvent, quand vous utilisez un framework de test, vous avez déjà de quoi moquer dans le framework, typiquement avec Jest ou avec Vitest. En plus, avec Jest ou Vitest, comme il contrôle aussi le transformer, il va pouvoir moquer des modules, ce que ne pourra pas faire sinon facilement. NOC et Mock Service Worker pour moquer du réseau, pour se faire un vrai faux serveur. Faker, c'est pas tout à fait des mocks, c'est plutôt pour créer des jeux de test. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont vu la présentation de Marcy et Erika Charolois ce matin sur les biais racistes dans l'UX. Ouais, quelques-unes, cool. C'est une conf extrêmement riche et dedans elle donne un exemple qui est assez sympa sur par exemple ce que c'est qu'un nom de famille. On serait tenté dans un formulaire de faire des contrôles sur la taille d'un nom de famille, sauf que un nom de famille ça peut être une lettre ou deux lettres, ou ça peut être très long, ça peut avoir des caractères auxquels vous attendez peut-être pas. Et Faker en fait va vous permettre de créer des jeux de données réalistes par rapport à certains pays. Même chose, une adresse allemande ou une adresse française, elle n'est pas faite du tout pareil. Faker va pouvoir vous créer des noms de business, des noms de personnes, des adresses allemandes ou chinoises, japonaises, françaises. Et c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir lever des loups en fait avec ça, quoi. Typiquement en termes de UI, l'allemand est beaucoup plus verbeux que le chinois, qui est très compact. Du coup, en termes de UI, vous risquez peut-être de casser du style. Ensuite, il y a les autres. Je ne savais pas trop où les mettre. Il y a Chai et Expect, donc des bibliothèques d'assertion. Testing Library. Qui connaît Testing Library? Ah, ok. Donc pas une majorité, du coup. Testing Library, j'en parle un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça va vous permettre d'interroger le DOM facilement pour pouvoir ensuite cliquer sur des éléments, enfin interagir avec des éléments ou faire des assertions sur des éléments du DOM. Storybook, vous allez me dire, c'est pas un framework de test, c'est pas un outil de test. Et pourtant, Storybook, on va voir que c'est super intéressant parce que ça permet d'isoler des composants graphiques et du coup de se faire un catalogue de composants. Mais du coup, ça permet d'isoler ces composants, ce qui est très utile pour les tester. Et enfin, petite dédicace aux personnes qui font de l'Angular. Qui fait de l'Angular ici? Bon, je juge pas, mais Karma, il est quand même déprécié depuis un moment. Et il est toujours préinstallé par Angular CLI. Faut arrêter, hein. Vous l'avez fait le coup avec Protractor, avec TSLint. Arrêtez d'utiliser des trucs dépréciés, s'il vous plaît. Pardon. Non, mais je charrie, mais j'en fais aussi l'Angular. Pas en ce moment, mais j'en ai fait longtemps. J'espère qu'on y voit un petit peu plus clair déjà. Avec tout ça, on voit qu'il y a des typologies d'outils différents qui ne font pas la même chose. Et on voit qu'il y a des choses qui sont dépréciées, des choses qui sont plus nouvelles, des choses plus populaires que d'autres. Du coup, je vais vous faire mes recommandations à moi, selon mes critères à moi. À vous de voir ce dont vous avez besoin par rapport aux besoins de vos projets, par rapport à votre appétence aussi. Mes critères à moi, c'est que je suis un peu frileux à la nouveauté. Je préfère quelque chose de fiable et d'éprouvé. Typiquement, Bun, pour l'instant, je le regarde en observateur, je ne l'utilise pas professionnellement. Je joue avec, mais c'est tout. Par contre, j'ai vraiment besoin de tests performants pour avoir une boucle de feedback réduite. J'en ai besoin à deux niveaux. Déjà, quand je passe des tests automatisés, par exemple dans une CI, il ne faut pas que ça mette des plombes. Parce que si mes tests ou si mon build dure plus de 10 minutes, je vais aller me prendre un café, je vais me prendre un autre ticket, je vais regarder, je vais faire autre chose, et ma CI, elle tombe en rouge, mes tests ne passent plus, et j'ai déjà oublié, je suis déjà passé à autre chose. C'est pas pratique. Et en plus, le contexte switching, c'est pas idéal. J'ai aussi besoin que ce soit performant si je fais du TDD. Le TDD, ça m'aide beaucoup. Dans certains cas, j'en fais pas tout le temps, partout.
Ça m'aide beaucoup à développer et en même temps, j'ai des tests. Mais quand je fais du TDD, j'ai besoin d'avoir du feedback tout de suite. Donc si ça met plusieurs secondes pour me donner le résultat du test que je viens de mettre à jour ou de repasser le test par rapport au code que je viens de mettre à jour, quelques secondes, c'est déjà trop long en fait. Donc je veux quelque chose le plus rapide possible pour cette partie TDD. Et enfin, mon dernier critère, ça a été l'homogénéité. C'est d'avoir, certes, plusieurs outils, mais avoir des choses qui se recoupent parce qu'on a déjà plein d'outillages, plein de notions à connaître dans nos métiers. C'est suffisamment complexe comme ça. Finalement, mes critères, qui sont subjectifs, j'ai envie de dire que c'est de la développeur expérience. C'est plutôt ce qui me plaît, ce qui me va, ce qui va être pratique pour moi et puis aussi pour mes collègues en fait. J'ai envie de dire, j'ai envie de donner envie aux gens de faire des tests. Et du coup, si la stack de tests elle est pensée et pratique, c'est mieux pour tout le monde. Je sais pas si ça vous parle le trophée de test. C'est pas très grave. Je vais surtout parler des types de tests en fait. Que vous utilisiez le trophée de test ou la pyramide de test ou le diamant ou le crabe, je vous jure, ça existe. C'est pas grave. Je vais surtout parler de types de tests différents parce qu'on va voir qu'on va avoir besoin d'outillages différents selon le type de test. Donc test unitaire, ma définition, ça va être plutôt, on va tester quelque chose de fonctionnel de façon très isolée. Donc typiquement, moi sur du front, je vais tester par exemple des choses liées au store ou à mes services Angular, là où il y a de la logique plutôt. Intégration, on va tester plusieurs choses ensemble. Donc c'est plutôt là où je mettrais par exemple des composants graphiques avec plus ou moins de mock justement. Peut-être que je vais vouloir tester mon composant avec les services qui sont en face et je vais moquer que la partie réseau par exemple. Et enfin, test end-to-end, comme je te disais tout à l'heure, on teste une application entière qui est déployée quelque part et on la teste comme le ferait un ou une utilisatrice. Pour les tests unitaires, moi je conseille Vitest. Vitest, c'est un framework de test créé par Anthony Foo, qui est dans le cercle de Vite. Vitest a été créé en 2020, mais la version 1.0 date de la fin 2023, si je ne dis pas de bêtises. Les assertions dans Vitest, c'est à peu près Just Expect. Comme je vous ai montré, en fait, c'est compatible avec Just Expect. Le transformer, c'est Vite, littéralement. Et les environnements que vous allez pouvoir utiliser, c'est HappyDOM, JSDOM et du coup Node. Ce que j'aime bien dans Vitest, c'est que ça ressemble à Jest, que ce soit le test runner, du coup la ligne de commande, elle est super proche de Jest. La parallélisation est assez différente, mais le reste, ça y ressemble vraiment fortement. Donc si vous avez déjà fait du Jest avant, comme moi, vous n'allez pas être perdu. Les assertions sont les mêmes aussi, la syntaxe, globalement, ça va énormément ressembler. Il y a un truc très sympa qui s'appelle les fixtures. C'est une sorte d'injection de dépendance pour vos tests, et c'est vraiment très très pratique. Et enfin, le critère principal pour moi de passer à Vitest, c'est les performances. Juste, ça va vite en fait, quoi. L'alternative que je mettrais pour Vitest, c'est Jest, parce que Jest, ça reste un bon outil. Des fois, on se prend un petit peu la tête à le configurer. Et en vrai, moi, je passe à Vitest à cause des performances. Il faut quand même savoir que les performances de Jest, en fait, elles sont énormément liées au transformer. Donc, si vous utilisez transformer Babel Jest, ça va être plus lent que Vite. Mais si vous utilisez du SBuild ou autre chose, finalement, vous allez peut-être rattraper un petit peu le truc. Ça ressemble à ça la syntaxe, donc je pense que ça parle à tout le monde. C'est littéralement comme du Jest ou comme plein de frameworks de test. Pour les tests d'intégration, du coup, intégration de composants, du coup, comme je le disais, et je vais utiliser Vitest avec Testing Library.
Testing Library, c'est quelque chose qui va vous aider à avoir des tests qui dépendent moins de l'implémentation. C'est-à-dire que vos composants, au lieu d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, vous allez plutôt regarder, vous allez manipuler via le DOM votre composant et voir quels sont les effets en fait dans le DOM. Donc si l'implémentation en fait derrière elle change, votre test il est toujours valide, vous n'avez pas besoin de le réécrire. Testing Library c'est compatible avec tout, c'est trop bien. Et l'alternative pour moi, c'est d'utiliser Testing Library avec n'importe quel test runner que vous préférez, parce que juste c'est trop bien, il faut l'utiliser. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ici c'est juste les queries, il y a aussi les interactions, on peut cliquer, des choses comme ça. Les queries en fait, ça va vous permettre de récupérer un élément par texte, récupérer un input par son label. Ou ici, il y a le getByRole qui est super intéressant, où on va récupérer un bouton avec un nom accessible. Alors, le getByRole button, en fait, il veut dire que vous avez soit utilisé un élément HTML bouton, ou vous avez utilisé une div ou autre chose, et vous avez mis le AriaRole bouton. Si c'est pas ça, c'est pas un bouton, ce qui fait plutôt sens. C'est intéressant cette approche parce que ça va vous forcer à faire accessible en fait. Et du coup, ça va peut-être même vous encourager à utiliser l'élément bouton pour faire un bouton. Et le nom sign in, en fait, c'est le nom accessible. C'est-à-dire que si dans ce bouton, il y a un texte sign in, ok, c'est ça. Si c'est une image, et du coup, il va falloir mettre un aria en face pour dire ce que c'est. Et il va utiliser, Testing Library, il va utiliser l'aria qui va bien, qui décrit le bouton. Même chose, si votre bouton est juste une image et ça n'est pas accessible, vous ne pourrez pas le tester avec Testing Library. Ça va vous forcer la main à bien faire. Alors, on va parler test end-to-end. Je ne suis pas complètement objectif parce que je suis ambassadeur Playwright, ce qui veut dire que je suis payé en stickers par Microsoft pour parler de Playwright. Mais j'en parlais déjà avant, en fait. Playwright Test, c'est un framework de test end-to-end qui date de 2020 pour la toute première version. C'est open source, mais c'est maintenu par Microsoft. Et il monte beaucoup en popularité, alors que ce soit le nombre de stars sur GitHub, mais aussi il a dépassé récemment Cypress en termes d'installation NPM. Donc voilà, mais par contre, il n'est pas toujours connu par les développeuses et les développeurs. Mais voilà, ça monte vraiment en puissance. Playwright Test, il est intéressant. Les assertions, en fait, c'est l'équivalent de Just Expect, plus des assertions spécifiques à Playwright, pour pouvoir faire des assertions sur du web. Par définition, dans les tests end-to-end, il n'y a pas de transformer. En fait, le site, l'application que vous avez testée, elle est quelque part, elle n'est peut-être même pas buildée sur votre machine. Et les environnements d'exécution, c'est des navigateurs. Pour Playwright, c'est Chromium, Firefox ou un navigateur à base de WebKit et JavaScript Core qui ressemble à Safari. Les avantages de Playwright Test, c'est que ça ressemble beaucoup à Jest, que ce soit au niveau de la ligne de commande ou au niveau de la syntaxe. On retrouve la syntaxe des queries de Testing Library. Donc ça, très sympa. Il y a aussi un truc très sympa qui s'appelle les fixtures. C'est une sorte de... vous voyez les gens, c'est la même chose que dans Vitest. Playwright Test, c'est hyper performant. L'alternative, je dirais, c'est si vous en faites déjà, c'est Cypress. Si vous faites un nouveau projet, vous vous posez des questions sur ce que vous allez utiliser comme test end-to-end, posez-vous vraiment la question et jaugez les deux solutions, quoi. Ça ressemble à ça du code Playwright. Vous voyez que ça ressemble énormément à tous les autres trucs qu'on a vus. On a les locators, les queries de Testing Library, où ici, par exemple, on va cliquer sur un bouton, et vous voyez, en fait, on fait un getByRole, ça veut dire que votre bouton, c'est soit un élément bouton, soit il a l'AriaRole bouton, ce qui est pas mal en termes d'accessibilité. Et même chose pour le expect, ici, il y a une des assertions spécifiques de Playwright qui est est-ce que c'est visible, ça veut dire est-ce que c'est dans le DOM. Il y a aussi est-ce que c'est à l'écran. Il y a ce genre d'assertion en fait disponible avec Playwright. Donc voici la stack que moi je propose.
J'en ai pas parlé tout à l'heure, tout ce qui est statique, en fait, c'est une particularité du trophée de test. C'est en plus de vos différents types de tests, vous allez avoir une base qui va être des checks statiques. Donc dedans, moi j'y mets Prettier parce qu'il va formater, mais il va aussi vérifier que votre code il est bien formaté. Et puis tout ce qui est check statique avec TypeScript ou avec l'analyse de code statique comme ESLint ou StyleLint qui est l'équivalent pour CSS. Donc finalement, c'est une stack relativement, comment dire, c'est pas que forcément les derniers trucs à la mode, quoi. Et puis surtout, ce que je voulais, c'est quelque chose d'homogène. Et pour le Brainstorm, j'ai un petit bonus. C'est une tendance qu'on peut remarquer là depuis quelques temps, c'est les tests de composants dans les navigateurs. Parce que le problème, en fait, c'est quand on teste nos composants avec Testing Library, par exemple, eh ben, on le teste dans un vrai faux DOM, API-DOM ou JS-DOM, rappelez-vous. Alors, vous pouvez regarder le DOM, mais vous ne pouvez pas voir le style. Et il y a certaines interactions que vous n'allez pas pouvoir voir, et vous n'allez pas non plus pouvoir voir les différences entre les navigateurs. Donc finalement, tout peut passer à avoir plein de tests partout, et ça n'est pas utilisable. Pour les tests de composants, j'ai pas encore complètement fait mon opinion en fait sur quoi utiliser. Je dirais que si vous avez Storybook, si vous avez déjà un Storybook en place, que vous ayez un design system ou pas, si vous avez déjà Storybook, utilisez aussi pour vos tests, c'est extrêmement utile. Les alternatives, ce sera Cypress, qui est très bon sur le test de composants dans le navigateur, ou Playwright, qui est un peu moins bon du coup sur les tests de composants dans le navigateur, puisque c'est expérimental et ça ne marche pas encore, enfin ça n'est pas encore disponible avec Angular. Pour tester avec Storybook, il y a deux solutions. Il y a la première, c'est d'utiliser un add-on de Storybook qui est le Test Runner, qui est basé sur Jest et Playwright. Parce qu'en fait, Playwright, c'est un framework avec du coup son Test Runner Playwright Test, mais vous pouvez aussi changer le Test Runner. Donc vous pouvez utiliser Jest en Test Runner plus Playwright. Donc Jest et piloter vos navigateurs et faire les assertions avec Playwright. L'autre possibilité, c'est d'aller sur une URL spécifique de votre Storybook et d'y brancher votre framework de test end-to-end préféré. Les avantages de Storybook, c'est que vous allez pouvoir faire du développement visuel. Donc, vous pouvez développer, faire tourner votre Storybook et voir votre composant de façon isolée. Storybook, c'est aussi de la documentation vivante. Et le test runner de Storybook, il est basé sur Playwright. Moi, je trouve que c'est plutôt un avantage pour mes usages. Hop. J'ai le temps pour la démo. Ça va dépendre un petit peu du réseau. Hein. Tac. Alors là, je vais sur un Storybook qui n'est pas le mien, hein, qui est celui de Shopify. Forcément, ils ont un design system, il est un peu gros, je pense. Il y a plein de cas différents, toutes sortes de boutons. Et ce qui est très sympa avec Storybook, c'est que c'est celui-là qui m'intéresse. Sur un composant, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, hop, pour avoir une URL qui va nous montrer que le composant et rien d'autre. Ça, c'est super pratique parce que vous allez pouvoir prendre cette URL et faire un test end-to-end avec. Et du coup, vous avez un test de composant graphique. Hop. Tac. Du coup, je prends mon VS Code avec mon extension Playwright. Je triche un peu, c'est vraiment trop facile pour le coup. Et je fais un nouveau test. Hop. Il me montre un navigateur et il va enregistrer ce que je fais. Tac. Et il écrit le test derrière. Donc, je vais enlever cet élément. Hop, j'en rajoute un autre. J'en rajoute avec du texte. Refurbished. Voilà. Tac. Oula, pardon. Tac, et je vais faire une assertion. Alors, elle est un peu bête et méchante, hein, mais sur le texte. Tac.
pour dire voilà, je veux bien avoir ces deux éléments. Hop. Alors super, c'est automagique. Par contre, c'est pas complètement idéal. Là, par exemple, là, ce locator, il est pas génial. J'ai pas besoin de cliquer sur le fin fond de l'élément. Donc ça, je vais pouvoir le virer. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remove rustic. J'ai cliqué sur l'input. J'ai cliqué sur l'option antique. J'ai recliqué sur l'input. C'est pas nécessaire. Je peux faire le fil directement. J'ai appuyé sur Entrée et je pense que ça, j'en aurais pas besoin non plus. Et si j'ai mon expect, voilà, ça ressemble un peu plus à un test. On va le faire tourner, on va vérifier que ça marche. Magie de la démo. Oui, non, peut-être. Ouais, c'est passé. Top. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Hop, avec un snapshot, on en parlait tout à l'heure. Donc sur la page entière, je vais faire un snapshot to have screenshot en fait. Hop, hop. Si vous avez déjà utilisé to match snapshot avec Jest ou Vitest, vous savez ce qui va se passer, c'est-à-dire que mon premier run ne va pas marcher parce qu'il n'a pas déjà enregistré en fait une image de référence. Voilà. La fois d'après, ça va être bon. Et du coup, hop. Voilà, mon composant, mon screenshot de composant, il est là. Et je vais pouvoir committer ça et me le garder comme référence. Et du coup, la prochaine fois, s'il y a quelqu'un qui fait juste un refacto, t'inquiète, et qui casse du coup la UI sur Firefox, eh ben, vous le saurez. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Et on a du temps pour des questions. Très important, le feedback. Scanner le QR code de gauche, celui de droite, c'est mes liens sociaux, c'est moins important. Mais c'est vraiment utile pour moi et tous les autres speakers d'avoir du feedback, que ça vous ait plu ou pas. Voilà. Bonjour, merci beaucoup, c'était super. Est-ce que tu as des recommandations pour faire du test end-to-end sur les mobile apps quand on base sur une code base web et que du coup on déploie en hybride mais vraiment vers Apple Store et Play Store voilà. Ouais. Ça dépend jusqu'où tu veux aller dans le réalisme en fait. Le problème de Cypress ou de Playwright, c'est que ça va venir avec son navigateur à lui. Playwright peut parler à Chrome ou à une WebView Chrome, mais pas sur iOS, donc c'est hyper limité. La meilleure solution, si tu veux tester sur des vrais téléphones, et si tu veux vraiment quelque chose de réaliste, ça va être plutôt quelque chose à base de Selenium. Parce que du coup, Selenium WebDriver, il est dispo vraiment partout sur le navigateur de ton frigo. Enfin, donc si tu veux quelque chose de vraiment réaliste sur des vrais téléphones, tu peux faire ça. S'il y a moins de risques, tu peux utiliser l'émulation de téléphone par le navigateur. C'est-à-dire que un peu comme dans les Chrome DevTools, où on peut avoir le user agent et la taille d'écran et le device pixel ratio d'un téléphone, on peut faire ça avec Playwright ou avec Cypress. Ça n'est pas un vrai téléphone, quoi. Ça dépend de son degré de réalisme en fait dont on a besoin. Bonjour. Par rapport à Cypress, est-ce qu'il y a un gain sur la fiabilité? Est-ce qu'on a des tests un peu moins flaky ou je sais pas si tu as pu faire la comparaison? Alors c'est un gros débat, mais oui. Enfin, globalement, Playwright va être plus résilient parce qu'il a des systèmes d'auto-weighting en fait qui sont plus permissifs que Cypress. Il en a deux niveaux. Là où Cypress le fait au niveau de l'assertion, Playwright va le faire au niveau de l'assertion. Donc il va réessayer l'assertion jusqu'à voir est-ce que c'est bon ou pas, quoi, finalement. Ce que fait aussi Cypress. Mais ce que va faire aussi Playwright,
c'est qu'avant, par exemple, de faire un clic sur un élément, bah, il va vérifier un certain nombre de choses. Typiquement, avant de cliquer sur un bouton, il va voir est-ce que le bouton est dans le DOM, est-ce qu'il est visible, est-ce qu'il est cliquable. Cypress va être un peu plus bourrin là-dessus, quoi. Bonjour, merci pour la presse. Ça m'a donné envie de tester Vitest du coup, et je voulais savoir quelle était la difficulté de passer à Jest à Vitest, parce que tu as dit qu'il y avait pas mal d'assertions similaires. Donc, mis à part les imports de lib, etc., est-ce que Alors, y a une grosse du coup, difficulté, j'en ai pas l'expérience en fait d'avoir D'accord. migré de l'un à l'autre sur une vraie base de test. J'ai plus la ref en tête, mais je suis à peu près sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait un Rex là-dessus. Sur les mocks, typiquement, ça va être assez différent. Du coup, c'est pas gratuit non plus en fait de passer de l'un à l'autre. Ok, Voilà, tout ce que je peux dire. ok, ça marche. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'y connaissais pas grand-chose de base et je voulais savoir, est-ce que c'est important de faire des tests à tous les niveaux, c'est-à-dire et statique et unitaire et intégration et end-to-end, ou alors est-ce qu'on pourrait se contenter de juste faire les end-to-end, par exemple? C'est pas une question facile parce qu'en fait le choix de la stratégie de test, elle est pas facile. Ça va dépendre de vos besoins, de votre application, peut-être aussi de l'équipe en fait. Si les gens sont pas habitués à écrire des tests, bah c'est peut-être plus compliqué de se dire où est-ce que je mets le curseur. Moi, comme je disais, je me base plutôt sur le trophée de test. Donc ça veut dire il y a Prettier, ESLint et éventuellement TypeScript selon si vous en faites ou pas partout. Ça, on le check partout, mais du coup, c'est quasiment gratuit parce que c'est automatique et faut juste mettre les bonnes règles pour pas se mettre des bâtons dans les roues non plus, quoi. Test unitaire, je dirais là où il y a vraiment de la logique. Donc, alors moi, je parle, j'ai un biais, c'est que je parle beaucoup plus de front parce que moi-même je fais du front. Mais typiquement, dans du front, les tests unitaires, on va plutôt tester de la logique. On va plutôt le faire sur les services d'Angular ou dans le store. Enfin, là où il y a de la logique en fait, quoi. Tests d'intégration, c'est-à-dire les tests sur les composants, bah ça dépend, c'est pas forcément obligé d'en faire partout. Effectivement, si les tests end-to-end, par exemple avec Playwright mais aussi avec Cypress, ils sont moins coûteux qu'avant. Donc si on a des tests end-to-end, peut-être qu'on peut en avoir un peu moins sur l'intégration. Mais l'arbitrage, il est pas facile en vrai. Bonjour, merci beaucoup pour la Pardon, conférence. je te voyais pas. Je voulais savoir sur Storybook s'il y avait eu des avancées du point de vue de Vite. Je sais qu'ils voulaient pouvoir proposer les deux bundlers Webpack et Vite. Ils étaient censés le sortir pour la version 7 de mémoire, mais... J'ai pas suivi, mais j'en étais à peu près au même moment que toi en fait sur le bundler. Donc je sais pas. Ok, merci. Mais oui, c'est important parce que effectivement, si on utilise Storybook pour développer ou pour tester, bah faut pas que ça mette 1000 ans non plus à builder. Et effectivement, c'est aussi un critère, quoi. Ben, merci beaucoup. Je suis de toute façon, je suis au Brestcamp aujourd'hui, demain. Si vous me voyez, si vous avez une question, n'hésitez pas. Et sinon, je réponds en général sur les réseaux sociaux aussi.